Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie de Alafia Hebdo, un numéro spécial que nous avons nous vous proposons sur les assises nationales de la refondation à travers plusieurs thématiques qui seront développées demain aux assises nationales de la refondation, assises qui auront lieu du 27 décembre au 30 décembre à Bamako. Nous avons sur le plateau Badi Aïdara, secrétaire politique du mouvement Mali Renaissance, qui a réfléchi sur ces thématiques-là et qui nous offre sur ce plateau quelques réflexions faites par Mali Renaissance. Badi Aïdara, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, on va parler de justice, on va parler de paradigme économique, administration publique et territoriale, écologie, et on va finir par parler d'éducation aussi, art et culture, civilisation. Voilà, par rapport à la justice, vous proposez en premier ressort une réforme globale de la justice malienne dans son fonctionnement tant dans les différents codes juridiques qui devra avoir lieu, je cite, à la suite des états généraux de la justice sur tous les aspects. Une esquisse est faite ci-dessous des aspects des plus fondamentaux que vous allez donc nous citer globalement. Tout à fait. Alors, effectivement, il convient de dire, en ce qui concerne la justice comme les autres thèmes, on ne peut pas tout seul dire qu'on a réfléchi et dire que la justice devra être comme ça. On donne les grands principes fondamentaux et ensuite il doit y avoir des états généraux où on réunit tous les acteurs, parce que ça ne saurait se faire sans les acteurs. On réunit tous les acteurs pendant plusieurs mois pour faire des débats de fond, des réflexions techniques avec des études à l'appui pour produire en détail qu'est-ce que sera la justice. Donc je ne prétends pas donner les détails de la nouvelle justice que je vois, mais les grandes lignes directrices. Donc le premier constat est le suivant. Il y a trop de juridictions au Mali, cours d'appel, cours d'assises, etc. Au niveau de base, déjà, quand un citoyen veut régler son différend, il s'adresse à ce qu'on appelle les juridictions de base. S'il n'est pas d'accord avec la décision des juridictions de base, il peut faire appel. La cour d'appel est la principale juridiction au deuxième niveau. Vous savez qu'il y a 3 cours d'appel au Mali, 3 ou 4 de mémoire, Bamako, Kaye, Mopti, 3. Comment vous voulez que quelqu'un qui a un différend agropastoral ou un différend d'ordre classique avec quelqu'un puisse se déplacer, payer un avocat ou même un avocat commis d'office, peu importe, mais en tout cas payer un avocat pour aller régler un différend dans une langue qu'il ne comprend pas du tout? Ça ne marche pas. Donc nous disons il faut supprimer toutes ces nuances. Je rappelle que nous avons fait comme ça parce que nous avons copié sur la France. Je rappelle aussi que tous les pays n'ont pas le même fonctionnement. Donc on peut sortir de ce système. Donc nous proposons suppression de toutes les juridictions actuelles et aller sur une typologie simplifiée à 2 niveaux ou 3 tout au plus. Au niveau juridiction de base, pas de juridiction spécialisée. Aujourd'hui, on a des tribunaux spécialisés pour telle chose, des tribunaux spécialisés pour telle chose. Tout ça joue sur le coût de la justice. Parce qu'à chaque fois qu'on a des juridictions spécialisées, elles doivent avoir des sièges, des locaux, des administrations. Donc, on simplifie pour réduire la coût. On n'a pas les moyens d'avoir autant de juridictions. Donc, pas de juridiction spécialisée, mais des juges spécialisés au sein d'une juridiction unique, voire des chambres spécifiques qui se prononcent sur des questions spécifique. Le deuxième niveau de juridiction, qui est l'appel, s'occupera des appels et jouera le rôle actuel que joue la Cour suprême. Je propose de supprimer la Cour suprême. On a 2 niveaux. Niveau de base, si ce niveau-là, on n'est pas d'accord, où est-ce qu'il faut faire l'appel? L'appel se fait au niveau de la deuxième juridiction. Où ça? Au niveau local? Au niveau local, oui, des cours d'appel. Au niveau local, c'est très important. C'est très important parce que les gens abandonnent. Ils trouvent d'autres moyens de se faire justice. Dans les zones très reculées où vous savez que la police ne va pas venir vous chercher, vous tuez la personne et puis vous tapez la personne. On ne le fait pas à Bamako parce que quand on le fait à Bamako, il y a la police. Mais au fond de Concora, je le fais. Je tue la personne et puis je règle mon différend. Absolument. Vous proposez que, en tout cas, c'est le Bambara comme langue officielle. Donc, notamment, il faut qu'on ait donc ces jugements-là, que ces jugements aient lieu en langue officielle en Bambara. Et donc si en tout cas le pasteur par exemple qui quitte son village pour aller
parler, en tout cas en langue officielle, Bambara, ou qu'on lui parle cette langue qu'il ne comprend pas, et vous proposez qu'on ait des traducteurs. Officiels. Voilà, officiels. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'avoir des traducteurs d'appoint, étant donné que le Mali est multiculturel et qu'on ne doit pas juger quelqu'un dans une langue qu'il ne comprend pas. Ça doit être un principe absolu. De ce fait, dans l'effectif de la justice, on aura des juristes traducteurs parce que ce n'est pas un traducteur classique qui peut faire ce travail-là. Il doit être juriste lui-même. On aura des juristes, des statuts, des gens spécialisés dédiés à ça dans tous les tribunaux pour que chacun puisse se sentir concerné par la justice. Ce n'est pas le cas actuellement? Alors, ce n'est pas codifié. Et ça dépend des moyens qu'ils ont. Dans certains endroits, c'est le cas, dans d'autres, non. Mais je propose d'institutionnaliser la chose. Alors, vous dites qu'il faut rétablir la peine à perpétuité pour des types spécifiques de crimes, comme le détournement de fonds publics et complicité effective et matérielle avec l'ennemi. Tout à fait. On définira des seuils de montant. Ces seuils arbitraires. On peut dire 500 millions, comme d'autres peuvent dire même 2 millions. Si le jugement est fait au premier niveau, au deuxième niveau confirmé, c'est la prison à perpétuité. Est-ce que le Mali est capable de trahir le Mali pour un ennemi? C'est ce qui se passe tous les jours. Où ça? À tous les niveaux de l'administration, même dans l'armée. C'est grave quand même. C'est très grave. Ce que vous avancez. C'est très grave. Alors, vous dites aussi que dans la politique de condamnation des peines de prison seront restreintes à un petit nombre de crimes. Vous dites petit nombre de crimes. C'est quoi ces crimes-là? Peut-être un petit nombre, mais un petit type de crime. Je propose que la prison soit limitée à des crimes très graves, comme les crimes de détournement, les crimes pénaux, assassinats, les malfaiteurs, les grands malfaiteurs qui ont un danger réel pour la société. Laissez-moi dire aussi que la prison n'est pas une pratique qui s'ancre dans nos traditions. Les historiens qui ont travaillé sur le sujet n'ont pas vu beaucoup de traces de prison dans les empires, dans les temps anciens chez nous. On avait d'autres formes pour régler nos différends, plus douces, et surtout la prison, entretenir les gens en prison pendant qu'ils ne font rien, ils ne sont pas actifs, ils ne produisent rien, ça coûte cher. Non seulement ils sont criminels, ils perturbent la société, et en plus ils nous coûtent de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils soient productifs, ces gens-là? Donc, pour un certain nombre de crimes très graves, c'est la prison. Pour tout le reste, c'est les travaux d'intérêt public ou d'intérêt général. C'est-à-dire là où le pays a besoin de main-d'œuvre, on ira là-bas. Je vous garantis qu'avec ça, Bamako sera propre, par exemple. C'est un exemple simpliste. Mais l'idée est la suivante, les prisons nous coûtent cher. Beaucoup de gens sont en prison, ça ne sert à rien. Aujourd'hui au Mali, même quand on manque de respect à quelqu'un, diffamation, on va en prison. Pourquoi? Tout au plus, on nous fait une amende et on doit s'excuser publiquement. Voilà. Vous, les journalistes, vous devez plaider pour ce genre de choses. C'est des délits d'opinion, il ne devrait pas avoir de peine de prison ni de mandat de dépôt. Ça doit se régler par l'excuse publique, par la reconnaissance de son tort, au mieux par des dommages et intérêts qui seront plafonnés à des montants, entre guillemets, symboliques. Ok, donc sur ce dernier point, on peut avancer alors sur l'autre thématique. Tout à fait. Alors très bien, on va parler maintenant de la thématique instruction, éducation, art, culture, civilisation. Un thème aussi stratégique. C'est vrai, le terme stratégique, souvent on le voit pour les militaires, tout ça, mais l'économie, l'éducation sont des domaines stratégiques. On peut le dire. Alors, vous proposez qu'une réforme globale du système d'instruction publique dans son fonctionnement, tant dans le contenu et les objectifs pédagogiques devraient avoir lieu à la suite des états généraux de l'éducation sur tous les aspects. Une esquisse est faite ci-dessus. Donc, vous dites qu'il faut des états généraux encore de l'éducation. Il y a eu des états généraux de l'éducation. Alors, entre les états généraux... Il faut réformer. Non, ça n'a pas été réformé. Ça a été retouché. Cosmétique, un peu de maquillage. Pour vous? Mais on n'a pas refait le visage. On n'a pas refait le visage. Et qu'est-ce qu'il faut mettre sur le visage? Alors, d'abord, l'éducation. La réforme fondamentale et capitale, c'est, comme on l'a dit, le Bambara, la langue d'enseignement. Chose que je ne partage pas. Tout à fait, c'est votre droit. Voilà. Mais si le temps ne nous manque pas, je pense expliquez. que... l'enseignement du Bambara et de l'anglais. Je l'ai dit tout à l'heure, de manière scientifique, c'est prouvé que l'enfant a la
possibilité. C'est pour l'adulte que c'est difficile d'apprendre plusieurs langues. Mais l'enfant a la possibilité de parler jusqu'à 5 langues en même temps. Et ça ouvre son esprit et c'est bénéfique pour lui. Alors, quand c'est le français, c'est beaucoup de langues. Quand c'est le bambara, ça marche, ça va. Alors, il faut s'adapter. Alors, ce qu'on reproche aux Français, c'est pas d'être le français, c'est d'être déconnecté de l'environnement des apprenants. C'est-à-dire que le français est devenu quelque chose d'invisible dans la société. On l'apprend à l'école. Dès qu'on sort de l'école, ça n'existe plus. C'est ça qui est un frein à l'apprentissage. Alors, justement, moi, je suis en tout cas de ceux qui pensent que, en tout cas, il faut tenir compte comment on appelle, des langues de façon, en tout cas, géographique. Parce que tout simplement, quand vous prenez... Régional, quoi. Voilà, quand vous prenez des zones comme, je ne sais pas, Ntaka ou Gao, un enfant qui grandit, en tout cas dans son milieu immédiat, c'est pas le Bambara, c'est le Soraï qui parle. Et il grandit, il naît, grandit en tout cas à parler Soraï. Et une fois à l'école, pourquoi ne pas faire en sorte que les parcours pédagogiques, que l'enfant puisse les apprendre dans cette langue-là qu'il a déjà acquise, parce qu'il faut apprendre le Bambara, mais une langue acquise, c'est beaucoup mieux qu'une langue apprise. Donc cette langue acquise-là va permettre, en tout cas sera le socle de son apprentissage, et donc du coup il va aussi évidemment choisir la langue bambara obligatoirement parce que c'est la langue officielle de l'administration, donc pour pouvoir communiquer, pour pouvoir comprendre. Donc je pense que je vous rejoins. Voilà, cette manière-là, parce que s'il faut partir à Gao avec des contenus pédagogiques en bambara, dites-vous que la communauté va rejeter cette langue-là, ces contenus-là. Et on revient à dire évidemment que l'environnement ici, il est ignoré. Donc du coup. Je vous rejoins à une condition. Voilà. C'est vrai, cela doit être fait, mais jusqu'à un certain nombre d'années dans le parcours. C'est-à-dire que tout ce qui peut faciliter l'acquisition des connaissances de base, parce que acquérir une connaissance de base en anglais ou en japonais, c'est la même chose. Vous dites même que le cycle s'arrête au bac. Oui, je vais y venir. Voilà, donc il y a déjà une limite, je crois, qui est connue chez vous. Donc, voilà. je rejoins ce que vous dites. Ils doivent apprendre un certain nombre de choses dans leur langue. Ça, c'est clair et net. Maintenant, ils doivent aussi avoir un minimum de niveau. Je n'ai pas envie que le Bambara devienne le nouveau français, c'est-à-dire quelque chose qui est appliqué par l'administration, mais que personne ne parle. Donc, c'est pour ça qu'il doit avoir une place importante dans l'éducation nationale. Ce n'est pas la seule langue qui sera étudiée. C'est important. Ok. On avance. Une maison nationale d'édition sera mise en place et s'occupera de l'édition et de la diffusion des contenus pédagogiques. Alors, il faut savoir que le contenu pédagogique qu'utilisent les enseignants et les élèves, son édition, sa gestion pose un problème. Et sa mise à jour aussi pose un problème. Beaucoup de contenus les droits ne sont pas détenus par l'État, les droits sont détenus par des pays étrangers qui fournissent un certain nombre de documents, etc. On n'est pas maître de leur production. Comme c'est un travail colossal en quantité, il faut une société nationale d'édition qui détient les droits, qui va recevoir les contributions, les œuvres, les documents. Vous êtes allé plus loin, Badia Aïdra. Vous dites que tous les contenus pédagogiques seront révisés en profondeur pour une meilleure contextualisation en phase avec notre histoire, nos réalités et en phase avec l'environnement immédiat des apprenants. Donc on revient à ce que je dis en fait. Et ça, vous ne pouvez pas apprendre à l'enfant dans une autre langue son histoire, sa culture, et son mode de vie, et dans une autre langue qui n'a pas en tout cas développé des termes, des mots dans cette langue-là, parce que en langue Peul, ils ont développé des termes qui sont liés directement à leur mode de vie, à tout ça, à leur environnement, et plus adapté. Donc d'où la nécessité véritablement de soutenir encore cette idée-là. Je vous ai dit que je vous rejoins. Voilà, donc très bien. Je pense que c'est important cet aspect-là. La première phase d'étude qui consiste à faire de nos enfants des citoyens autonomes prendra 10 ans au lieu de 12 ans actuellement. À l'issue de 9 ans, un service militaire et civil sera mis en place. L'obtention du diplôme appelé diplôme de citoyenneté sera conditionnée à la réussite des examens théoriques et la réalisation du service militaire et civil. Obligatoire ou pas? Obligatoire. Ok. C'est conditionné. Alors, ce que je veux dire, aujourd'hui, nos enfants passent 12 ans
pour acquérir, on va dire, les compétences de base, pour être digne d'un citoyen, et c'est une conditionnalité de la démocratie. La démocratie va de pair avec l'école obligatoire. En France, l'école obligatoire a pour objectif non pas de trouver aux gens des métiers, mais de leur donner les éléments, la connaissance nécessaire pour exercer leur citoyenneté en toute indépendance. Donc, l'objectif n'est pas au début de former des gens pour avoir des métiers. Et donc, étant donné que les gens vont apprendre les connaissances de base dans leur langue, nous pensons que nous pouvons réduire la durée que nos enfants passent à l'école. Démographiquement, le Mali est un pays très jeune. Très jeune. Nous avons beaucoup de jeunes. Okay. Les parents n'ont pas les moyens de laisser leurs enfants pendant des heures et des heures à l'école alors qu'ils ne participent pas à l'effort économique, l'effort familial. C'est un modèle qui ne convient pas aux gens. Et donc, l'école ne doit pas être vue comme une contrainte pour les gens, mais comme une opportunité. Et donc, c'est pour ça que nous réduisons à 10 ans. Au bout de 10 ans, tout le monde est apte, et nous ne l'avons pas appelé DEF, nous avons appelé diplôme de citoyenneté. Donc, au bout de 9 ans, la 10e année, les élèves vont faire un service militaire et civil pour compléter leur citoyenneté, pour être en relation avec la vie réelle. Alors, et à la suite de ce service militaire, ils obtiennent un diplôme pour continuer sur un second cycle. Ok, Badi, alors, d'accord, on est d'accord, ça c'est en temps normal. En temps normal. En temps normal, c'est-à-dire? J'arrive. Le Mali, c'est un pays qui a connu en tout cas plusieurs cycles d'insécurité, de rébellion, tout ça. Là, on a aujourd'hui des centaines d'écoles fermées. Tout à fait. Si par exemple dans 10 ans, un président décide d'appliquer cette règle-là et que par exemple vous avez une bonne partie du centre du Mali qui ne peut pas aller à l'école, des enfants qui ne peuvent pas, qui sont privés d'école. Vous dites que l'école est obligatoire et qu'il n'y a pas d'école. C'est quoi l'alternative pour ces gens-là? Alors, il n'y a pas d'alternative à l'absence de l'école si ce n'est que de remettre l'école. Ah, mais bien sûr qu'il y a, une alternative. Il faut trouver l'alternative. Je propose par exemple, on peut utiliser aujourd'hui la téléphonie mobile pour faire en sorte qu'on ait des parcours pédagogiques adaptés, donc comme en tenant compte de la langue, en tenant compte de l'histoire, en tenant compte de tout ce que vous avez dit, et créer des parcours avec peut-être créer des dessins animés qui répondent à nos valeurs, à tout ça, et proposer des contenus pédagogiques de 2 heures, 1 heure, pour, par exemple, si la famille est d'accord, donc de proposer des contenus pédagogiques, même si vous êtes nomade, vous avez un téléphone chargé, vous pouvez accéder à ces contenus-là. Votre enfant va apprendre peut-être des nouveaux savoirs en élevage et que vous allez proposer dans ces contenus-là et qui va faire que l'enfant va grandir en apprenant quelque chose aussi, des choses nouvelles. Donc c'est juste un exemple que je donne pour dire que il faut quand même que les gens, on arrive à réfléchir à... Sur ça, j'ai quelque chose à dire. C'est vrai, le téléphone est important, mais le téléphone, le médium, c'est Internet. Le taux de couverture... On n'est pas obligé. Je finis. Le taux de couverture n'est pas exceptionnel, mais le médium le plus répandu au Mali, les 2 médiums, c'est la radio et la télé, qui ont une couverture plus large. Au moment du Covid, on a vu un certain nombre de cours qui passaient à la télé, tout ça. Bon, ça a été fait de manière timide, mais le filon de la télé est un filon que nous pouvons exploiter davantage, de manière plus spécifique. Au lieu que ça soit ORTM et autres, ça peut être des chaînes nationales spécifiques où toute la journée, il y a un certain nombre de choses. Il y a quand même des... Je suis d'accord avec vous. Les moyens pédagogiques, les modes de transmission, dans un contexte sécuritaire difficile de présenter l'État, bien évidemment, il y a des éléments... Je vous rappelle qu'il y a quand même des belles avancées dans ce domaine-là, au-delà même de la télé, parce que la télé, souvent, elle est fixe, il faut de l'électricité. Il faut beaucoup de choses pour continuer à regarder. Il y a des architectes, des ingénieurs qui ont développé, en tout cas, plusieurs applications qui aujourd'hui qui n'ont pas besoin de connexion Internet. Voilà, donc autant de possibilités. Voilà, il faut juste chercher à avoir une bonne batterie. Voilà, on avance. Donc un second cycle de 3 ans sanctionné par le BAC sera divisé en 2 branches, à savoir la branche arts et métiers et la branche recherche et innovation. Alors, le constat est le suivant. Le Mali est un pays qui a des problèmes d'insuffisance alimentaire, qui a un manque criant de main-d'œuvre qualifiée
pour faire émerger une agriculture digne de ce nom et une industrie digne de ce nom. Donc, après le diplôme de citoyenneté, tout le monde a les connaissances de base. Nous allons faire 2 filières. Un lycée a 2 filières. La filière arts et métiers, la filière recherche et innovation. La filière arts et métiers a pour but, en 3 ans, donc le lycée, de fournir un certain nombre de former les gens sur des connaissances pratiques. Donc, on parle de savoir-faire dans une logique de filière économique. C'est-à-dire qu'on va faire une étude nationale. On fait d'abord une politique économique pour définir des filières, définir les besoins de ces filières, les conditions d'attractivité de ces filières. Ensuite, on adapte ça, on adapte les filières, les types d'études pour qu'en 3 ans, les entreprises puissent avoir des personnes aptes à réaliser les travaux nécessaires. Il y a des centres de formation qui existent. Attention, il y a une différence. C'est quoi la différence? Il y a une différence. Ce que je propose, que dans l'enseignement public, l'État oriente 70%, parce que c'est l'État qui fait les affectations. Donc c'est l'État qui finance les études des gens. L'État oriente 70% des ressources financières à la formation de ces gens. Ça veut dire que ça devient la voie officielle. Aujourd'hui, les écoles de formation professionnelle, les ESICA qui restent, ça reste des voies de garage. C'est-à-dire que personne ne veut que son enfant aille là-bas, sauf si je n'ai pas le choix. Sinon, la voie royale, mon enfant doit avoir un bac scientifique, littéraire, être juriste, être médecin, tout ça. On a besoin de ça, mais 20% orientés vers ces aspects-là, ça suffit. Donc je dis art et métier pour former une population active le plus rapidement possible. En général, lors du bac plus, les gens ont en général 16, 17, 18 ans. Donc, je propose que les gens rentrent dans la vie active dès 16, 17, 18 ans. Voilà, donc c'est pour ça que vous proposez que le cycle prenne fin au bac. Au bac, oui. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un cycle dynamique qui respecte en tout cas la logique pratique, théorie pratique. C'est ça, voilà. Exactement. Et c'est important. Je prends un exemple pour que vous compreniez. Quelqu'un qui est mécanicien, il commence à être vieux, il y a son fils qui l'aide dans la mécanique. Il a un arbitrage à faire entre laisser son fils à l'école et être là pour l'aider et apporter plus d'argent, etc. Donc, dans ces formations, dans la filière arts et métiers, il y a un mécanisme qui sera appliqué qui est le principe de l'alternance. Il passe des heures à l'école, il passe un certain nombre d'heures au travail. Pour appliquer ce qu'ils sont en train d'apprendre. En général, on a des emplois du temps de type 3 jours de la semaine, 2 jours, ou même 1 jour à l'école, 1 jour, pour que les gens ne se disent pas, je ne vais pas aller faire perdre mon enfant 12 ans à l'école, il ne va rien me servir concrètement dans mes problématiques quotidiennes. Voilà. Donc ce principe d'alternance sera appliqué fortement. Vous voyez que ça ne peut pas être le cas si l'élève n'a pas où appliquer ce qu'il apprend. Donc, ça va de pair avec un paradigme économique. Et au-delà même de ce paradigme économique-là, au niveau même des communautés, les communautés, souvent, la communauté a besoin souvent que les membres de cette communauté, les enfants issus de cette communauté, puissent être utiles à la communauté. Voilà. Et non tout le temps utile à soi-même ou utile au blanc, entre guillemets. Donc, justement, on va parler du paradigme économique rapidement. J'aimerais vraiment finir. L'éducation, c'est le pilier. Un dernier point. Rapidement, 2 minutes. La filière, 1 minute, c'est mieux. 1 minute. La filière recherche et innovation, c'est pour conduire les gens vers le doctorat et des diplômes Bac plus 2, Bac plus 3. C'est censé être une minorité d'élite. On réduit le nombre. On met plus de moyens qui vont réfléchir sur des sujets techniques pointus, les génies civils, les recherches scientifiques, l'industrie pharmaceutique, l'industrie minière, l'industrie télécom. Ça sera une voie d'élite avec que seulement 20% des étudiants. Ok, très bien. Donc on va parler de cette dernière thématique qui est le paradigme économique, administration publique et territoriale, écologie. Alors, donc, vous proposez toujours une réforme globale de l'administration publique. Donc, des États généraux. Voilà, tout à fait. Donc, l'État est le moteur principal de l'économie, un acteur incontournable et indispensable. Il définit les orientations économiques du pays tout entier. L'État n'est pas en train de définir... non. Qu'est-ce que l'État fait depuis? Je vous donne un exemple.
L'économie du Mali, en général, repose sur le commerce. Un peu l'extraction des matières premières, leur exportation à l'état brut à l'étranger. Donc ça, c'est le premier pied. Le deuxième pied, c'est l'importation de produits qui vont générer des taxes douanières et autres élevées, et c'est sur ça que l'État vit. C'est sur ça que l'État vit. Et donc, nous disons qu'il y a un certain nombre de pans de l'économie que l'État a abandonné au secteur privé. Et étant donné la nature de notre secteur privé et la porosité entre secteur privé et secteur public, ça favorise des phénomènes de corruption que nous voyons beaucoup. Donc l'État va récupérer un certain nombre de périmètres. Exemple, la confection des cartes, des passeports et autres, ça a été confié à des sociétés privées. Fussent-elles maliennes avec des participations étrangères, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pourquoi? C'est des questions de sécurité nationale. Tout à fait. Ok, donc vous dites que les statistiques publiques sont un outil de gouvernance, de pilotage et d'arbitrage des décisions. Son organisation et sa gestion relèvent directement du Conseil national. C'est ce qui est nouveau parce que les statistiques, comme ça existe, on a un institut. Tout à fait. Alors, c'est mon domaine de prédilection. On a un institut qui s'appelle l'INSTAT, mais sauf qu'il faut savoir que l'INSTAT se situe dans un cadre international. On a les mêmes un peu partout, avec des politiques qui sont définies. J'aimerais que la politique de statistique publique soit sortie de ce cadre international pour nous donner la latitude de définir nos propres méthodes, nos propres approches et créer nos propres indicateurs pour le besoin. Alors, pour sortir de l'économie, pour aussi tenir compte des réalités. Des réalités, notamment de l'économie qu'on qualifie d'informelle. Pour moi, c'est la mesure la plus importante de l'aspect administration publique et gouvernance. Les gens ont l'habitude de dire bonne gouvernance, mais la bonne gouvernance, c'est un certain nombre de principes. Pour moi, la bonne gouvernance se résume à la mesure que je viens de dire. Je vais la relire. Les statistiques publiques sont un outil de gouvernance, de pilotage et d'arbitrage des décisions. Son organisation et sa gestion relèvent directement du Conseil national. Vous vous rappelez ? Hier, quand on a parlé des aspects politiques et institutionnels, j'ai dit que l'exécutif exécute. Si l'exécutif exécute, le Conseil national doit avoir les outils nécessaires pour mesurer la pertinence de ce qui a été fait et de prendre des décisions. Aujourd'hui, nous avons des députés qui reçoivent des rapports quelques jours, qui vont s'asseoir en salle, ils n'ont même pas les outils pour apprécier ce qui leur est présenté. Donc, nous en appelons aux mathématiciens pour voir si donc ce que je propose, développer des systèmes informatiques. Comme le Conseil national définit les orientations du pays, et là, les statistiques publiques lui sont rattachées pour lui permettre de mieux apprécier la politique, de réévaluer et d'arbitrer les décisions. Donc, toute décision que nous allons prendre, on consulte cet organe-là qui est censé émettre un avis objectif du point de vue des chiffres, de la réalité, de ce qui a eu lieu, avec un budget colossal pour faire toutes sortes d'études. En dehors de l'évaluation, elle donne aussi des études proactives, des idées, elle nourrit la réflexion du Conseil. Des idées prospectives. Ouais. Ok, donc l'une des composantes importantes de la réforme de l'administration publique concerne l'amélioration du système de fonction publique en vue de disposer d'un personnel administratif hautement qualifié et professionnel. Le système de cadre à vie sera supprimé au profit d'une gestion de carrière plus dynamique et variée. Alors vous dites à nos chers fonctionnaires de l'ORTM par exemple que voilà, ce n'est plus possible. Alors, vous allez créer des problèmes. Qu'est-ce qui n'est plus possible? Supprimer cette fonction-là. Alors, on supprime le statut de fonctionnaire à vie, mais ça n'empêche pas que quelqu'un puisse faire toute sa carrière dans la fonction publique, mais à certaines conditions. Ok. Très bien. Pourquoi? Parce que je pense que... Rappelle les conditions là d'abord. Quelles sont ces conditions? Je pense que dans notre pays, nous ne devons pas créer, je vois ces phénomènes-là dans d'autres pays occidentaux, ça crée une tension sociale entre d'une part
les situations, les citoyens fonctionnaires et les situations non fonctionnaires. C'est-à-dire, les deux ne se comprennent pas. L'autre partie dit, ah, je travaille beaucoup, je paye des impôts, mais vous mangez mon argent, vous ne faites rien. L'autre côté dit, oui, mais nous, on n'a pas les conditions, c'est les politiques qui font ci, qui font ça. Et ça crée un climat qui n'est pas bon. À un moment donné de sa vie, on peut être dans le privé, finir fonctionnaire, retourner dans le privé. Ça fait que tout le monde pourra se sentir concerné à un moment donné par la chose publique. Il ne faut pas qu'on dise que ceux qui ont fait le concours, qui sont fonctionnaires, c'est à eux qu'on a confié le pays. Tout ce qu'ils font, c'est eux. Tout le monde pourra rentrer, sortir, et les carrières seront dynamiques. Quelles sont les conditions? Ça ne va pas être sans critères. Les conditions sont quoi? Nous partons du principe que le renouvellement du personnel de l'administration est un facteur important qui joue sur la corruption et la qualité du travail fourni. Quand les personnes, il y a une continuité certes, la continuité, c'est la continuité des textes, c'est la continuité des règles. Mais la continuité peut avoir lieu avec des changements de personnes. Ce que nous disons, les critères sont les suivants. Une personne ne doit pas durer assez longtemps sur un poste. Au bout d'un certain temps, on donne des possibilités aux personnes d'avoir de la mobilité ou de sortir du système moyennant des aides pour se lancer dans le secteur privé. Donc, notre objectif, c'est de ne pas faire une classe de fonctionnaires nantis qui s'ancrent dans le système. Le fait qu'ils sont ancrés dans le système, ils développent des tentacules sociales qui créent des blocages. Je ne vais pas citer des noms d'organisations ou de structures qui créent ces blocages aujourd'hui, mais on les voit. Par respect et par politesse, j'en parlerai pas pour cibler une personne. Ok, donc vous dites, on va avancer très vite, mettre en place... Parler de l'accès à l'administration. Oui, rapidement. L'accès à l'administration se fera au moyen d'un concours basé sur le mérite, sur la base de critères. C'est déjà le cas. Voilà. À la différence, la gestion de ce concours sera rattachée directement au Premier ministre. La correction des épreuves et l'établissement de la liste des admis sera confié à un organisme privé indépendant sous le principe d'encodage des informations personnelles. C'est-à-dire, le ministère organise, mais pour noter les gens et publier la liste, l'organisme indépendant le fait, mais elle ne sait pas qui est qui. Elle ne sait pas qui est qui. Ça, c'est le principe de l'encodage de l'information personnelle. C'est-à-dire, quelqu'un qui va au niveau d'organisme, même mon frère dedans, il ne sait pas qui est ton frère, qui n'est pas ton frère. Eux, ils reçoivent des informations. Ok, donc on avance. Donc vous dites aussi que mettre en place des quotas budgétaires et limiter des pourcentages pour certains postes de dépenses comme les dépenses de fonctionnement pur, comme les dépenses automobiles par exemple. Donc vous dites à un moment donné qu'il ne faut pas qu'on autorise désormais encore l'achat de V8, de Prado pour les fonctionnaires. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? On a dit tout à l'heure qu'on parle d'État-providence. Quand on parle d'État-providence, l'État est un acteur social et un acteur économique. Que penserons-nous d'une entreprise qui, quand elle reçoit le budget, elle dépense 80% dans le fonctionnement et 20% pour fabriquer le produit qu'elle veut vendre aux gens? Est-ce que c'est logique? Ce n'est pas logique. Aujourd'hui, on est dans une situation où le budget de fonctionnement pur, c'est-à-dire qui n'a pas d'incident direct sur les projets économiques, sur le financement des infrastructures, commence à prendre des parts de plus en plus importantes, surtout que notre pays est en train de prendre une direction où on empile les institutions. On est en train de demander le Sénat, d'autres demandent la Haute Cour de justice. On est en train d'empiler chacune des cours constitutionnelles, Cour suprême. C'est pour ça que j'ai proposé... Tout le monde veut avoir ULIX et Prado. ULIX et Prado. Et les budgets deviennent énormes. Les budgets d'ateliers, de restauration deviennent énormes. Le carburant devient énorme. Donc, on doit mettre... Je ne vais pas donner de quota ici parce que c'est un sujet technique. Les experts doivent se réunir. Mais... tout au plus 20%, 30%, 15% doit être le fonctionnement. Le reste doit être investi dans les projets économiques. C'est pour ça que l'État devient acteur économique. Ok, pays pauvre, voiture pauvre. C'est tout. Voilà. Je me rappelle de la voiture de Thomas Sankara. Ok, ça c'était à l'époque de Thomas Sankara, on n'est plus... C'était proportionnel, c'était pas une voiture de luxe. Ok. Donc vous dites, excusez-moi, qu'il s'agit aussi de fixer des quotas d'importation des produits de première nécessité ne dépassant pas 30% de consommation locale. Donc fixer des quotas d'exportation des produits de première nécessité à 30%. Donc le point est le suivant. Je vais vous prendre l'exemple de ce qu'on appelle les habits traditionnels, faso d'Anfani. Le Premier ministre a popularisé la chose, la demande a augmenté. Moi-même, je me suis renseigné sur la filière.
j'ai compris que déjà l'essentiel provient du Burkina, pas qu'on ne fabrique pas au Mali, mais même ceux qui fabriquent au Mali, qui fabriquent au Mali vont le vendre sur le marché burkinabé parce qu'il y a plus de demande là-bas, c'est plus valorisé. Ça pose un problème fondamental, c'est que la valeur est captée là-bas. Parce que entre le brut vendu et l'assemblage vendu là-bas, les Burkinabés gagnent plus d'argent. Et donc, ce qu'il faut dire, les biens, façon d'Anfani, l'habillement peut être considéré comme un bien de première nécessité. Mais ce que je dis, tout ce que nous fabriquons comme produit de première nécessité de tous les jours, c'est-à-dire tous les jours les produits que nous consommons, si nous en produisons au niveau local, on ne peut importer que 30% de ce que nous avons produit en local. À l'inverse, si nous en importons du riz ou tout autre produit de première nécessité, ça ne doit pas dépasser 30% de la consommation locale. Ça va forcer la création de filières automatiques ipso facto. Ok. Donc, vous dites également la simplification de la fiscalité en termes d'impôts et taxes, que cela soit pour les particuliers que les entreprises. Une baisse des niveaux d'imposition au profit d'un élargissement de différentes assiettes. Une taxation forte des produits de luxe sera mise en place. Alors, nous sommes dans une situation très problématique, très paradoxale au Mali. Nous avons des niveaux de taxes et d'imposition très élevés. Moi-même, on est à 18% actuellement. Oui, bon, les différentes taxes. Par exemple, la TVA à 18%, parce que la France l'a mis à 18%, ça ne correspond pas à nos réalités. Nous devons avoir une forte incitation à la formalisation. Formalisation égale à problème. Même avant de commencer à produire, égale à problème, égale à payer beaucoup d'argent alors qu'on ne voit pas à quoi ça sert. Et donc, ce que moi je dis, les niveaux de prélèvement sont très élevés dans notre pays. Ça favorise aussi la corruption. Donnez-moi, je vous donne un exemple. Ça n'encourage personne à aller payer. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on va aux impôts, le monsieur il est très content. Il vous dit, écoutez, selon les textes, c'est 1 million. Mais bon, il faut donner 200 000 francs. Je mets 150 000 en officiel, je prends 50 000. C'est ce qui se passe, je l'ai vu. Il ne faut pas blâmer celui qui accepte le deal. Il ne faut pas blâmer ça. En sociologie, un deal qui arrange tout le monde, on ne peut pas l'arrêter. C'est-à-dire que tant que c'est le cas, les gens vont le faire. Vous-même, si vous allez là-bas, vous allez accepter le deal. Vous ne le direz pas sur le plateau, mais quand il va vous dire 1 million, personne ne fait. Qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont dire, écoute, bon, si tu veux même, je fais 300 000. Ok. C'est ça la réalité. Peut-être que même si vous tout le monde est perdant, l'État est perdant. Ok, peut-être que quand vous diminuez, il y a certains qui vont changer de comportement, ils vont accepter, mais d'autres vont continuer à mais est-ce que, in fine, je n'ai pas augmenté ce qu'on va pouvoir collecter? Absolument. Alors, est-ce qu'il faut pas aussi une mauvaise collecte, niveau de collecte, et des niveaux faibles et une assiette plus large, à la fin, on se retrouve avec plus d'argent. Et vous faites quoi avec la numérisation, par exemple? Alors, bien évidemment, la numérisation, c'est un préalable, surtout pour la traçabilité et lutter contre la corruption. Ça va de soi qu'une politique doit être mise en œuvre. Je ne l'ai pas précisé parce que tout le monde le dit et c'est de notoriété publique que ça doit... Donc vous parlez d'énergie, de mettre en place une politique de mix énergétique visant à réduire la part des générateurs thermiques à base de combustibles dérivés du pétrole au profit du solaire, de l'éolien, du gaz et de l'hydraulique. Mais je pense que ça existe déjà, le système hybride. Absolument. Enfin, sur le papier. Je vous fais le topo rapidement. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais... rapidement, les deux gros projets qui ont été faits au Mali, les deux projets dont on a entendu parler, c'est la centrale Albatros et la centrale qui a été faite vers Sirakoro. J'ai moi-même vu le passage des grands générateurs. Ça m'a peiné. Ça m'a peiné. On est au XXIe siècle. Le gros déficit de l'EDM est lié à ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'EDM fait pour donner l'électricité aux gens? Elle complète massivement par des générateurs. Et elle fait quoi? Les générateurs ont besoin d'énergie. Le pétrole. Le Mali ne produit pas du pétrole. À preuve du contraire. On va acheter ce pétrole et on est tributaire de la fluctuation des cours du pétrole. La fluctuation des cours du pétrole va jouer sur toute l'économie. Pourquoi? Parce que quand l'énergie augmente, on ne peut pas produire sans énergie. Quand on fait des tomates, on a besoin d'énergie à un moment donné. Donc, quand l'énergie fluctue,
où le niveau de coût de l'énergie joue sur même le prix de la carotte et la salade. Tout ce qu'on fait, ça joue dessus. Et donc, il faut que l'énergie soit abondante et mixte avec des coûts plus chers. Il faut qu'on arrête, qu'on décide un moment seuil, suite à des études techniques poussées, qu'on définisse, on dise qu'on arrête de déployer des générateurs thermiques à base de pétrole. On définit d'autres approches comme les micro-barrages hydrauliques et non plus les grands projets. C'est plus bénéfique pour un État de faire... L'idée, elle est là, mais qu'est-ce qui bloque? Non, l'idée n'est pas là. Ce n'est pas la politique actuelle qui est appliquée. C'est pas appliqué, mais l'idée, elle est là. Non, l'idée n'est même pas là. Si, il y a des centrales hybrides, il y a des barrages hydroélectriques ici, non? Non, c'est un mix. Oui. L'essentiel de l'énergie aujourd'hui vient de ces générateurs. Et c'est ce qu'on continue à déployer. Pourquoi on continue à déployer des centrales thermiques en 2021? Pourquoi? Pour quelles raisons? Voilà, ça c'est une bonne question. Donc on avance. L'avant-dernière proposition que vous faites, c'est de fixer des quotas d'exportation à 30% de toutes les ressources minières brutes et favoriser une chaîne de transformation afin de générer de la valeur ajoutée pour le pays avant exportation éventuelle. Tout à fait. Expliquez-nous encore. Quand l'or brut est exploité, il y a un certain nombre de valorisations qui sont faites dessus pour que ça puisse être utilisé dans ces différentes applications. L'or, par exemple, a beaucoup d'applications. Ce n'est pas que la bijouterie, hein, même dans la médecine, la santé, dans l'industrie, l'or est utilisé comme matériau synthétique pour faire plein de choses. Et donc, nous disons que l'or doit être raffiné, amélioré, mis en valeur pour être vendu plus cher, pour gagner plus d'argent. Et nous limitons l'exportation du brut à 30% en attendant de mettre en œuvre les chaînes nécessaires, des chaînes de valeur nécessaires autour de cela. C'est pour ça que je fixe des quotas, c'est temporaire, mais à terme, on n'a aucune raison de vendre notre or brut. Ok, donc en dernier lieu, vous parlez de la spécialisation des régions selon les écosystèmes géophysiques et écologiques, avec une mise en place d'écosystèmes industriels à capitaux essentiellement maliens, sinon publics. Tout à fait. Je m'en vais vous prendre quelques... Déjà, vous expliquez aux gens ce que c'est qu'un écosystème géophysique et écologique. D'accord. Alors, déjà, ce que c'est un écosystème, c'est un ensemble d'activités économiques qui se nourrissent les uns et les autres. Je vous prends un exemple avec la métallurgie. Si on veut, quand on extrait le fer des mines et autres, on fait de la fonderie pour fabriquer l'acier qui est utilisé dans l'industrie, dans tout ce qu'on fait. L'industrie, le bâtiment, la construction, qui sont les moteurs principaux de l'économie. Quand on veut faire une fonderie, on doit faire un four pour chauffer. Pour chauffer, il faut de l'énergie. Soit on a une centrale à proximité qui ramène l'électricité, soit on peut avoir une source d'énergie qui est le bois. En général, de manière traditionnelle, c'est le bois qui était utilisé pour faire fonctionner ces fonderies-là. Donc, faire un écosystème, ça veut dire qu'on va faire une métallurgie là où il y a un environnement favorable à la production de bois adapté à la combustion longue durée. C'est ça c'est un exemple. Et par rapport à la spécialisation des régions, par exemple, la région de Mopti, c'est quoi sa spécialité? L'industrie de la pêche. L'industrie de la pêche. Il y a une différence entre la pêche et l'industrie de la pêche. Il faut expliquer. C'est une nuance d'échelle et de proportion et de valorisation. C'est-à-dire, c'est la même histoire. Le poisson brut transporté, vendu n'est pas la même. On va faire les régions du Mali. À Caille, c'est quoi la spécialité? On voit déjà l'aspect sur le sous-sol qui se passe déjà. Au-delà de ça, on a aussi l'élevage, parce que avec Nioro et tout ça, et le Sénégal, c'est un gros débouché, donc on doit mettre une chaîne. Les Sigassois sont en train de demander... Et le bétail part vivant au Sénégal. Ok, les Sigassois. C'est lamentable. Rapidement, Barry, les Sigassois. L'agriculture. Sigasso, je vous donne un exemple. L'ambassadeur de Chine au Mali, lors d'une allocution, a dit la chose suivante. Sigasso propose des propriétés de fertilité les plus extraordinaires au monde. C'est un terrain propice au thé. Ok. Alors, le thé, on ne pourra pas... Le thé, c'est extraordinaire.
On ne pourra pas tout détailler. Chaque Malien dépense combien de thé pour qu'on puisse en importer? Si 70% de la consommation de thé on crée une chaîne de valeur locale, la face du pays va changer. Rien que ça. Koulikoro. Koulikoro, on avait Lukoma. Moi, je vais à Koulikoro souvent. Je visite là-bas, c'est déplorable. Depuis que l'usine Lukoma a détruit des familles, détruite, il n'y a plus d'activité économique à Koulikoro à part les commerces de base au marché qui ne créent pas. Tous les jeunes... La région de Ségou. Je finis sur cet aspect, c'est important. Même pas l'autre jour, des jeunes sont décédés. Je vais souvent là-bas. Même pas l'autre jour, des jeunes sont décédés dans le fleuve. La seule activité qu'il y a pour les jeunes, c'est l'extraction du sable. Et ils plongent. C'est abominable. Ok, la région de Ségou. La région de Ségou, bon, on a l'office du Niger, on a l'agriculture, on a le fleuve qui permet de faire des gros projets. Très bien, Tombouctou. Alors, je pense qu'en ce qui concerne le Nord, de manière générale, bon, dans le temps, on avait le Selgem, on avait les bauxites. Je pense que c'est... Vous n'avez pas beaucoup travaillé sur le Nord. Non, j'ai fini. Mais vous ne m'avez pas laissé finir. C'est un procès d'intention. Allez-y. Sur le Nord, je pense qu'avec les avancées qu'on a vues sur les cartes d'exploration, étant donné la faible densité de population, je pense que les économies extractives sont un premier aspect. Et il y a un projet de reboisement massif qui doit commencer. Ok, Tombouctou, c'est la cité de 333 saints, le tourisme, l'industrie touristique. Alors, ça existe, ça? Le tourisme, ce n'est pas quelque chose... Vous avez vu, je ne me suis pas penché là-dessus parce que je suis pragmatique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas promouvoir le tourisme. En temps normal, le Mali, c'est un pays riche. Oui, tout à fait. Mais je ne pense pas que le tourisme soit un enjeu de court terme pour nous. C'est un enjeu de long terme. C'est un enjeu de long terme. Très bien. Et c'est ça d'ailleurs qui est beaucoup plus important. Région de Gao. Région de Gao, écoutez, les mêmes spécificités. Il faut reconnaître qu'il y a quelque chose qui me dérange dans la manière de concevoir un certain nombre de régions du Nord. Quand vous voyez l'évolution qu'il y a eu dans les pays du Golfe arabique, qui ont à peu près les mêmes similarités géophysiques que le Nord, c'est-à-dire que les pays d'Arabie se sont développés. Il y a juste les années 60-70, il n'y avait pas de goudron. Gao historiquement était plus développé que l'Arabie saoudite et les autres pays en termes d'architecture, de civilisation. Mais parce que l'État n'a pas investi. Le court terme pour voir des développements rapides, ça reste l'industrie extractive autour, qui va permettre d'alimenter, et bien évidemment, le fleuve. Et la zone du Gourma est une zone stratégique. Toutes les projections stratégiques sur 50 ans, ce n'est pas pour rien que vous voyez que toutes les forces américaines, françaises se ressentent sur la zone. C'est une zone à très haut potentiel écologique, pas que la terre, écologique, c'est un microclimat. Et c'est un enjeu important pour nous. Ok, très bien. Enfin, Kidal. Kidal, c'est la même chose. Hein. Taodéni et autres, c'est le pétrole qui coule et l'uranium. Ok. Donc, on ne va pas parler on va pas rentrer dans les détails. Merci beaucoup, Badi Aïdara. Et un dernier mot on doit parler justement des médias, de l'économie numérique aussi. Rapidement, qu'est-ce que vous avez proposé sur ces deux aspects-là, rapidement? Quand je dis l'économie numérique, je pense au numérique. On n'a que 4 minutes. Ok. Concernant le numérique, du point de vue, je vais diviser en 2 étapes rapidement, du point de vue de l'État et du point de vue des médias. Du point de vue de l'État, on doit avoir une notion de souveraineté numérique. Aujourd'hui, nos ministres utilisent encore Gmail, Yahoo. Oui. Okay. Pour des informations très sensibles. Okay. C'est choquant. C'est inadmissible, c'est médiocre. On se demande qu'est-ce que font les services actuels, ou alors ils n'ont pas les mêmes dispositions, les lois nécessaires pour imposer un certain nombre de choses. Il y a des choses qui avaient été faites et puis l'État a reculé, les structures qui existent. Et les médias maintenant, pas dire. Concernant, donc il doit y avoir une direction nationale du numérique autonome qui a les moyens d'imposer. En ce qui concerne les médias, je pense que les médias d'État, il doit y avoir un renouvellement du personnel. La vision, les compétences ne sont pas en adéquation avec les réalités du pays.
comment on peut faire des assises sans aucun direct. Et on se contente d'afficher un logo sur le RTM qui apparaît tous les jours, mais on cherche l'assise, on ne voit pas. Merci beaucoup Badi Aïdara. C'était donc la dernière partie du numéro spécial consacré aux Assises nationales de la refondation. On a essayé quand même de décrypter ensemble les propositions que vous avez faites sur les différentes thématiques proposées par les Assises nationales de la refondation. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes secrétaire politique, le secrétaire politique du mouvement politique Mali Renaissance. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc c'est ce qui me fait à ce numéro spécial Alafia Hebdo. À très bientôt sur Alafia TV.